Des amants discrets, un couple franco-allemand dans l'après-guerre. 4e partie, suite, nouvelle vie. Villy, automne 1949. Tous les deux, nous effectuons notre rentrée le même jour. Si Hélène a déjà son expérience de Saint-Saëns derrière elle, il n'en est pas de même pour moi. Pourtant, ce matin, je crois que je crains plus de rencontrer mes futurs collègues que mes élèves. Comment vont-ils accueillir le boche que je suis? Me trouver face à des adolescents qui étudient déjà ma langue depuis 4 à 6 ans, pour ceux qui ont choisi l'allemand comme première langue, ou de 2 à 4 ans pour ceux qui ont fait ce choix comme deuxième langue, ne me fait pas vraiment peur. J'ai réfléchi à la manière de les aborder. J'aurais réussi ma première année si j'arrive à créer un climat de confiance. Je n'ai pas l'intention de leur révéler que c'est ma première année. Comme professeur agrégé, ils vont sans doute s'imaginer que j'ai déjà plusieurs années d'expérience et je ne démentirai pas. Quant à mon âge, je ne vois pas pourquoi je leur cacherais. Très tôt, j'ai voulu enseigner, comme ma mère, d'où mon projet de faire des études de lettres. J'aime transmettre, mais avant tout, c'est le français et la littérature que je voulais enseigner. En changeant de pays, le français, je le pratique chaque jour, et ce sera le cas avec mes élèves, mais pour leur enseigner l'allemand. J'aborde l'exercice de ce métier comme un défi, et j'estime que mon rôle est d'intéresser ces jeunes à ma langue, à la culture de mon pays et à sa littérature. En enseignant cette matière, j'ai une grande liberté, je suis mon propre maître. La fameuse liberté pédagogique des enseignants, toutefois encadrée par les programmes. Mais je peux choisir les textes, les travaux, les méthodes. J'ai la chance de ne pas être totalement livrée à moi-même, car la seule expérience d'enseignement de ma langue est de l'avoir apprise à ma femme, et elle est mon plus fidèle soutien et mon guide pour préparer mes cours. Au moins, je me sens légitime pour enseigner l'allemand. En tant que locuteur natif, je suis à même de développer les compétences linguistiques de mes élèves, leur appétence pour la langue pratiquée en classe, les motiver, les faire progresser. Je souhaite incarner pour eux la culture et la langue enseignée, établir des ponts entre la France et l'Allemagne, et plus encore, nouer et développer des relations interculturelles. Je suis conscient que je dois trouver un équilibre entre mon étayage et la verbalisation par les élèves, selon le moment de la séance ou de la séquence de cours, entre expliciter des contenus pour les mettre à la portée des élèves et les responsabiliser dans la mise en mots des acquis, selon le niveau qu'ils ont atteint. Au lycée, mon rôle est d'approfondir leurs compétences à parler la langue, et je compte bien ne pas m'appuyer sur les seuls manuels, mais d'aborder des thématiques auxquelles ils sont confrontés dans leurs autres matières, comme parler mathématiques, sciences, géographie, sport ou arts plastiques en allemand. Les premiers élèves auxquels je fais face sont des élèves de première ayant commencé l'allemand en 4e. Je me présente à eux en allemand et les incite à faire de même. Tous ne sont pas très à l'aise. Puis je pousse un peu plus loin ma propre présentation pour vérifier leur niveau de compréhension et les pousser aussi à me poser des questions. Je parviens finalement à un niveau d'échange assez satisfaisant pour certains d'entre eux. Mais je n'oublie pas le programme et je les rassure à ce sujet, revenant au français pour que chacun d'entre eux comprenne où je veux les mener en fin de terminale. Ils doivent être capables de converser au travail, à l'école, pendant les loisirs, être autonomes dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région germanophone. Leur connaissance de la langue doit aussi leur permettre de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans leur domaine d'intérêt, de raconter un événement, une expérience ou un rêve, d'écrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. Bien sûr, je n'oublie pas qu'il s'agit de vous préparer aux épreuves du baccalauréat, leur annonçai-je, mais croyez-moi, tout ce que je viens de vous citer vous apportera les compétences nécessaires. J'espère que le message est passé. En tout cas, aucun n'avait l'air inquiet et le cours s'est déroulé sans le moindre problème. La soirée est l'occasion d'échanges avec Malena sur cette première journée dans un nouvel endroit pour l'un et l'autre. Alors, comment ça s'est passé avec tes collègues et tes premiers élèves aujourd'hui ? Me demande-t-elle en s'asseyant sur mes genoux. Ce que je craignais le plus, c'était la réaction de mes collègues. 1 tiers sont des religieux et 2 tiers des laïcs.
L'accueil a été poli. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit chaleureux, car pendant la guerre, l'ensemble des professeurs étaient des résistants, et quelques classes ont été envoyées dans la colonie que l'établissement possède dans l'Yonne, et certains des élèves ont même poursuivi leur scolarité dans un collège à Avallon. Aussi, en me présentant, le directeur ne pouvait faire l'impasse sur ma nationalité. C'est vrai que Wilhelm Lorenz, ça sonne germanique, mais tu pourrais aussi bien être alsacien ou suisse, pouf Hélène. Inutile de mentir, de toute façon ce n'est pas mon truc. Mais le directeur semblait en savoir plus sur moi que je le pensais. Comment ça? Il a précisé que je n'avais pas été membre du NSDAP, et honnêtement, j'ignore comment il a eu ce renseignement. Probablement suite au formulaire que tu as rempli lors de ta candidature, sur lequel tu as mentionné ton identité, mais aussi la mienne et celle de tes parents, ton lieu de naissance, et que sais-je encore? Peu importe. En tout cas, avec les élèves, ça s'est plutôt bien passé. Mais il est possible qu'ils cherchent ensuite à me tester. Et toi, cette journée dans ta nouvelle école? Les lèvres de ma chérie s'étirent dans un sourire espiègle. Lorsqu'elle arbore cet air-là, c'est qu'elle va me sortir une blague. Eh bien, en ce qui me concerne, lorsque le directeur m'a présenté à mes collègues, le nom de Lorenz n'a pas semblé les perturber, sauf une. Pourquoi? Eh bien, lorsque cette collègue m'a vue, elle n'en a pas cru ses yeux. Pour elle, je m'appelle Hélène Dezanet. Il s'agit d'une amie avec laquelle j'étais au lycée à Rouen, Élise Littmann. C'est génial! Oui. Cependant, elle a assez mal réagi lorsqu'elle a appris que j'avais épousé un Allemand. Zut, désolée. Comme toujours, lorsqu'elle veut me rassurer, elle se blottit contre moi, caresse mon visage, afin de me montrer que je compte plus que tout pour elle. Elle se montre toujours attentive, patiente et compréhensive. De mon côté, comme elle le fait pour moi, je suis présent pour elle. Je lui parle de mes sentiments comme elle partage les siens, et surtout, je veux passer du temps avec elle. Tu n'y es pour rien, mon amour, avoue-t-elle, soudain triste. Élise était l'une des nombreuses personnes que nous avons exfiltrées. Son père avait été déporté et nous l'avons caché, ainsi que sa mère et son frère, Pierre. J'ai quand même pu savoir, après avoir pu passer la ligne de démarcation, ils ont passé la frontière pour passer en Espagne, où ils sont restés quelques semaines, avant de pouvoir rejoindre le Portugal, puis l'Angleterre, sous leur fausse identité. En revanche, M. Littmann n'est pas revenu de déportation. Nos échanges sont restés limités à cela. Avec le temps, elle va peut-être finir par accepter. Je ne vois rien d'autre à faire que prendre Malena dans mes bras pour la réconforter. Petit à petit, elle se détend sous mes baisers et mon étreinte. Les semaines ont passé, et nous avons pris notre rythme de croisière. Mes fonctions de professeur d'allemand me comblent. Pour Hélène, les relations avec son amie Lily se sont un peu améliorées, mais pas encore au point que nous puissions la convier à venir à la maison. Habitant non loin de nos lieux de travail respectifs, il n'est pas rare que nous croisions des collègues ou certains de nos élèves lorsque nous nous promenons, moi et Hélène. Certains de mes élèves, en particulier de terminale, ne se sont pas gênés pour me dire que j'avais une très jolie femme. Et ce, en allemand, car je leur demande de s'adresser à moi dans la langue que je leur enseigne. Il faut dire qu'à leur âge, leurs hormones les travaillent beaucoup. Ils ont même pris l'habitude de me parler allemand en dehors des cours lorsqu'ils me croisent à l'entrée ou à la sortie du lycée. Au moins, Hélène n'a pas ce problème d'hormones avec ses élèves en cours élémentaire. Cependant, notre couple attire souvent l'attention. Il faut dire que ma femme est de plus en plus jolie à mes yeux, et j'adore quand elle porte ses robes ou tailleurs à la taille cintrée, mettant en valeur sa silhouette parfaite. À l'approche de la fin de l'année 1949, nous prenons une grande décision, faire un bébé. Nous avons donc abandonné le calendrier pour repérer les moments où nous pouvons faire l'amour sans risque. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus aucune contrainte. Et cela nous réjouit au plus haut point. Ceci dit, nous ne nous sommes jamais réellement privés pour nous donner du plaisir. Ce dimanche 19 novembre, nous sommes allés voir Jeanne d'Arc avec Ingrid Bergman au Gaumont Palace, place Clichy, et en sortant, nous nous retrouvons nez à nez avec l'amie d'Hélène. Impossible pour Élise d'esquiver, d'autant qu'elle est accompagnée d'une dame plus âgée, qui doit être sa mère,
et d'un jeune homme que je suppose être son frère, car il y a un air de famille. « Hélène !» s'exclame la dame. « Élise m'a dit que tu habitais dans le quartier, mais je ne pensais pas te voir ici. » Sans se préoccuper du reste, elle embrasse Malena sur chaque joue, suivie par son fils et sa fille, qui se sont apparemment obligés de les imiter. « Déborah, je suis contente de vous voir en bonne santé. Permettez-moi de vous présenter mon mari, Willy Lorenz. »« Enchantée de vous connaître, » répond-je en serrant la main de madame Littmann, de son fils et de Lily. « Lorenz, » répète Déborah Littmann. « J'ai connu des Lorenz il y a des années à Francfort, mais c'est un nom courant, sûrement une coïncidence. »« À Francfort, dites-vous ? Ce n'est peut-être pas une coïncidence, car je suis née à Francfort. »« Vraiment ? Ceci dit, je trouve que vous avez un visage qui ne m'est pas inconnu. Les Lorenz que je connaissais s'appelaient Franz et Martha. Ils étaient jeunes mariés lorsque j'ai quitté l'Allemagne en 1921. Je la regarde estomaquée. Mes parents s'appelaient Franz et Martha, dis-je avec émotion. Ça alors, le monde est vraiment petit. La Martha que je connaissais était institutrice. Nous étions collègues. Elle n'était pas originaire de Francfort d'ailleurs. Je me souviens que son père était professeur de littérature. J'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 ou 3 fois. Vous tenez de lui d'ailleurs. Ce sont bien mes parents que vous avez connus. Ma mère venait d'Eisenach et mon grand-père maternel enseignait à l'université d'Iéna. Que sont-ils devenus ? Demande-t-elle. Mon père est mort en Russie en 1941 et ma mère sous les bombardements de Francfort en 1944. Quant à mon grand-père, il a été déporté à Dachau en 1933 et décédé en 1935. Oh, désolé. J'imagine qu'il a été déporté pour ses idées socialistes. Même ça, elle le savait. Je lui confirme que ses idées anti-nazies avaient en effet été la cause de sa déportation et de sa mort. J'imagine que vos parents ont dû être inquiétés aussi. Disons qu'ils ont dû faire profil bas. La menace était permanente. Au fur et à mesure de nos échanges, je vois le regard froid de Lily changer petit à petit. Hélène en profite pour les inviter à prendre un café chez nous pour poursuivre la discussion. Très vite, celle-ci bascule vers les personnes que la famille Littmann a connues à Saint-Martin. Nous donnons donc des nouvelles de nos amis tels Solange et Roger, dont Hélène évoque l'arrestation et la déportation à Auschwitz puis à Buchenwald. Élise semble surprise des liens étroits qui se sont créés entre moi et ces anciens résistants dont elle connaît bien l'engagement, comme celui des parents de ma merveilleuse femme. Elle nous découvre tels que nous sommes au quotidien, amoureux, sans nous soucier du regard des autres. Nous nous sommes cachés pendant près de 3 ans, avant de révéler notre relation à mon père, avoue Hélène à ses amis. Tous les autres savaient, à part lui. Les 2 premiers à s'en être rendus compte sont mon frère et ma grand-mère, ainsi que Karl. « Karl ?» interroge Lily. « Mon camarade dans la Wehrmacht, fais-je. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis 1941, soldat, puis prisonnier ensuite. C'est lui qui s'est porté volontaire pour un commando dans l'agriculture, car c'est son métier, et moi je l'ai suivi. Ce que ne dit pas Willy, c'est que son choix à lui, ça a été pour manger à sa faim, précise Malena. Car je peux te dire qu'il ne pesait pas bien lourd suite au régime alimentaire des camps du Rhin, des camps de la mort version américaine. Tu n'exagères pas un peu, s'exclame Lily. Pas du tout. Lorsque j'ai vu Willy la première fois, j'avais l'impression de revoir Roger lorsqu'il est revenu de Buchenwald. Ça ne m'a pas empêché de tomber amoureuse de lui, un Allemand. Sur ces derniers mots, elle se serre contre moi qui la tient déjà enlacée. Comment leur expliquer cet immense amour qui nous unit ? Mon premier regard sur Hélène, alors qu'elle arrivait à vélo dans la cour de la ferme, en ce jour de juillet, qui a littéralement fait basculer ma vie. En un regard, il y a eu ce coup de foudre, pas juste une attirance ou un désir immédiat. J'ai tout aimé chez elle, tout de suite. Son regard, son sourire, le son de sa voix, ses expressions, son rire. Et j'espérais ce jour-là que ce soit réciproque. Notre premier baiser, le moment où nous nous sommes déclaré notre flamme, notre première nuit d'amour,
Je m'en rappelle comme si c'était hier. Depuis notre rencontre, je n'ai pas vu le temps passer. Nous cheminons ensemble, nos projets communs nous relient, nous ne sommes heureux qu'ensemble. Quand je la regarde, je vois toujours cette magnifique jeune fille, presque encore inconnue, rencontrée dans une cour de ferme, dont je suis toujours éperdument amoureux. Et j'espère bien concrétiser notre amour par un enfant. Fille ou garçon, peu importe. Nous faisons tout pour que ce projet se réalise, et nous nous adonnons au plaisir avec ardeur. Hélène, automne 1949. Les relations avec Lily se sont bien améliorées depuis ce dimanche de novembre. Je crois qu'elle commence à accepter, si ce n'est apprécier mon Willy. Elle serait d'ailleurs bien la seule à ne pas l'aimer. Toutes mes collègues craquent littéralement pour lui. Un si bel homme, selon elle. Ça, je le sais bien. À mes yeux, il est plus que beau. Pour un peu, je serais jalouse de toutes ces femmes qui le regardent avec envie. Mais ce n'est pas ce qui motive Lily. Je crois qu'elle a vraiment commencé à l'estimer lorsque j'ai parlé avec elle de l'interrogatoire qu'elle avait subi par un officier américain et son questionnement quand ce dernier lui avait demandé s'il savait pour les millions de Juifs que son peuple avait assassinés. Je lui rappelle qu'il était très jeune quand les nazis ont pris le pouvoir. Un peu plus tard, à l'adolescence, il ne voyait que les améliorations apportées par le régime d'Hitler. Moins de chômage, moins de pauvreté, de nouvelles routes, des usines qui tournaient, des avantages sociaux. Comme tous les ados, il trouvait les idées pacifistes de ses parents ringardes. Il avait fait partie des jeunesses hitlériennes pour éviter des ennuis à ses parents, anciens membres du SPD dissous, et uniquement quand elles étaient devenues officiellement obligatoires, et au sein desquelles il avait participé 2 années de suite à des camps d'été, s'y adonnant aux travaux des champs. S'il y avait apprécié la camaraderie et le sport, il avait détesté tout ce qui ressemblait à une préparation à la guerre. Les propos racistes, les idées sur la supériorité de la race aryenne, considérant les Juifs et les Slaves comme des sous-hommes, le révoltaient, et il était horrifié par les slogans antisémites, d'autant que son ami d'enfance était juif. Tout ce qu'il voulait, après son abitur, c'était entrer à l'université pour des études de littérature. Au lieu de cela, il avait été mobilisé en septembre 1941, peu de temps après avoir appris la mort de son père en Russie. Et il s'était retrouvé lui aussi sur le front russe, après son instruction comme artilleur. Ce que je ne comprends pas, c'est comment les Allemands, dont Willy, pouvaient ignorer les déportations et tout le reste, aimait Lily. Je lui relate ce que m'avait confié Willy, que les médias parlaient des arrestations de terroristes, de camps de travail, mais la population n'avait aucun moyen de savoir si ce qu'il disait était vrai ou non. Willy, comme tous les autres, avait entendu dire que beaucoup de Juifs avaient été arrêtés, mais la propagande montrait dans les films documentaires qu'on les envoyait en Pologne dans des camps de travail ou dans des ghettos créés pour eux. J'imagine que tu te rappelles les journaux officiels pendant l'occupation, qui ne nous parlaient que des victoires allemandes et jamais des succès des Alliés, poursuis-je. La presse était censurée et contrôlée par les Allemands et Vichy. Oui, bien sûr, admit-elle. Eh bien, la presse était tout aussi muselée en Allemagne. Il n'y avait plus ni journaux d'opposition, ni journaux indépendants, puisque les opposants étaient pourchassés, voire déportés. Les nazis se sont bien servis de la propagande, même avant 1933, pour mettre la population au pas, avec des films, des affiches, des tracts en leur montrant ce qui était bien, c'est-à-dire l'idéologie nazie, et ce qui était mal, les Juifs. Ennemi numéro 1 pour Hitler, et les partis de gauche, surtout les communistes. À cela, tu ajoutes la censure d'œuvres jugées nuisibles aux idées qu'ils voulaient fourrer dans le crâne des Allemands, les autodafés et j'en passe. Une véritable manipulation mentale, dit Lily en soupirant. Un véritable travail de sape en mentant à la population par de la désinformation. Est-ce là, pendant des années, ajoutai-je. Goebbels était un véritable maître du lavage de cerveau. En simplifiant et répétant constamment les mêmes slogans, en ne lésinant pas sur les moyens à disposition pour de vastes campagnes, comme ce qui est fait dans les publicités commerciales, lui et les nazis sont parvenus à contrôler et régenter les masses conformément à leur volonté, sans qu'elles en aient conscience. Si tu ajoutes à cela le sentiment d'un peuple d'avoir été roulé à la fin de la Grande Guerre, leur mensonge agissait comme un baume sur le pays meurtri. Une fois arrivés au pouvoir, il n'y avait plus qu'à éliminer tous ceux qui pouvaient s'opposer à eux, museler la presse,
brûler les livres jugés hérétiques et continuer à diffuser l'évangile nazi dans toutes les couches de la population, en développant tous les moyens modernes de communication, radio, actualité filmée, pour embrigader tout le monde, et surtout la jeunesse, plus malléable. Ça a été comme une hypnose collective. Je lui relate comment Willy avait insisté pour savoir de quoi parlait cet officier qui lui avait évoqué des millions de juifs assassinés. Comment il avait lu le contenu de mon cahier où j'avais mis par écrit l'histoire de Roger. Lorsqu'il a pris connaissance de ce qu'avait vu et vécu Roger à Compiègne, mais surtout à Auschwitz-Birkenau puis Buchenwald, j'ai voulu être près de lui. Je savais qu'il aurait du mal à supporter cette vérité monstrueuse. Et en effet, il s'est effondré, se considérant lui-même comme un monstre, même si, lui, n'avait rien fait de tout cela. Cette culpabilité, il m'en parle encore quelquefois. Je fais part à Lily de ce que je pense. En Allemagne, comme en France d'ailleurs, il y a ceux qui ont adhéré au nazisme et l'ont activement soutenu. Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Il y a ceux qui sont restés passifs, alors qu'ils auraient pu agir. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Puis il y a les autres, ceux qui ne pouvaient rien faire. Et ceux-là, peut-on leur reprocher quoi que ce soit? Dans l'esprit de Willy, les Allemands sont tous coupables, parce que par leur faute, directe ou indirecte, d'indicibles souffrances se sont abattues sur beaucoup de peuples et de pays, déclarai-je. Alors là, je ne suis pas d'accord, affirme Lily. Dire que tous sont coupables revient à dédouaner les véritables criminels, à diluer leurs responsabilités personnelles. J'irai même plus loin. Ce ne sont pas seulement les Allemands, ce sont toutes les nations qui sont à des degrés divers politiquement coupables. Si la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis avaient adopté une attitude plus résolue et plus lucide, Hitler n'aurait probablement pas pu aller si loin. Tout le monde a courbé le dos, les Juifs compris. Tu n'exagères pas un peu, là, arguai-je? Je n'entends pas stigmatiser les Juifs, mais politiquement parlant, le nazisme a empoisonné le peuple allemand en son entier. Il a infecté ses adversaires et a contaminé même ses victimes, les rendant complices de leur propre massacre. Je pense, par exemple, au Conseil juif, dont les nazis se sont servis pour administrer ghettos et camps de la mort. Sans leur concours, le génocide aurait été impossible, ou au moins plus compliqué. Les Juifs ont ainsi participé à leur propre extermination. Même si je trouve qu'elle va loin, je comprends le raisonnement de mon ami. Il y a certes différentes sortes de culpabilité dans tous les événements qui se sont produits pendant ces années terribles. Aux culpabilités criminelles et politiques qu'elle a mentionnées, il en est une autre qui ne relève pas des tribunaux. En ce qui concerne Willy, il est question de culpabilité morale, dis-je. Celle qui concerne la conscience, la manière dont il se perçoit et dont il juge ses actes. S'il se juge ainsi, c'est qu'il a bon fond, aimait Lily. Les gens vraiment mauvais ont en général bonne conscience. Ils ne se posent aucune question et n'ont aucun doute sur eux-mêmes. Ils sont contents d'eux, en paix avec eux-mêmes, convaincus d'avoir raison, d'être ce qu'ils sont. Par contre, les gens bien, comme Willy, ont mauvaise conscience. Ils portent en eux des préoccupations et des exigences morales qui leur font mesurer l'écart entre ce qu'ils sont et ce qu'ils devraient être. C'est ce qui leur permet de se transformer, de prendre un nouveau départ. Il ne s'agit pas de regretter ou de déplorer des fautes commises, de s'enfermer dans la honte du passé. Il faut se tourner vers l'avenir et mettre en route quelque chose de nouveau et de différent. Ce que vient de dire mon ami me laisse songeuse un instant. Il est évident que tout ce qui s'est passé pendant cette guerre a changé le destin de mon Willy. Je m'en ouvre à Lily. Je pense que tout cela l'a tellement secoué qu'il a complètement repensé son avenir. Il veut faire sa vie ici en France. D'abord parce que ses parents ne sont plus de ce monde, même s'il a quand même encore de la famille. Je pense qu'il ne se sent plus à sa place en Allemagne. Peut-être que les choses changeront dans l'avenir, avec tous les procès des criminels nazis. Mais Willy a surtout la sensation que beaucoup d'Allemands sont toujours dans le déni par rapport à ce qui s'est passé, ou qu'ils n'en sont pas responsables. Le fait que Lily parle de mon mari comme quelqu'un de bien me fait un plaisir immense. C'est la preuve qu'elle accepte enfin mon Bosch, l'homme de ma vie. Hélène,
Décembre 1949. Les vacances de Noël nous permettent enfin de retourner pour quelques jours en Normandie. Nous avons profité, avant de partir, des illuminations dans la capitale, en allant nous promener sur les Champs-Élysées et admirer les vitrines décorées du bazar de l'Hôtel de Ville, des Galeries Lafayette, de la Samaritaine ou encore du Bon Marché. Nous débarquons avec nos valises le 24 décembre, ravis d'être enfin en congé et de retrouver la famille. Mais nous avons juste le temps de nous installer avant la messe de minuit et le réveillon. J'ai hâte de me retrouver seule avec Willy, ce qui n'est possible que vers 2 heures du matin. Enfin seule, m'écriai-je en me levant dans ses bras. J'ai cru que le repas n'en finirait jamais. À ce point, s'étonne-t-il? Et moi qui te croyais heureuse de retrouver tout le monde? C'est le cas, mais j'attendais d'avoir un moment seul avec toi pour te parler de quelque chose. Willy me fixe, attentif. Se doute-t-il de quelque chose? Pour l'instant, je ne lis que tendresse et interrogation dans ses magnifiques yeux bleus. Il me fait fondre, comme toujours, et j'attrape une de ses mains pour en embrasser la paume avant de la poser sur mon ventre. Ses yeux s'écarquillent un bref moment. « Un bébé » m'interroge-t-il. « Tu attends notre bébé ?» Quel esprit de déduction, mon amour! Mais oui, c'est ça. Tu vas être papa. Depuis quand le sais-tu, cachotière? Disons que j'aurais dû avoir mes règles fin novembre et que je les attends toujours, annonçai-je avec un sourire. Donc, je suis a priori enceinte de 6 semaines. D'ailleurs, n'as-tu rien remarqué ces derniers temps? Tu m'as semblé plus fatiguée? À part ça, je n'ai rien remarqué de particulier. Sauf, peut-être, tes petits seins que j'adore, qui sont plus sensibles. Mais j'ai mis ça sur le compte de ma tendance à les caresser sans arrêt dès que j'en ai l'occasion. Et il joint le geste à la parole, en prenant un de mes seins dans une de ses mains et en prenant le mamelon de l'autre entre ses lèvres. Cela suffit à faire réagir tout le reste de mon corps. Mon coquin de mari s'aperçoit tout de suite de l'effet qu'il produit sur moi et poursuit ses caresses. Il n'y a pas que sur moi qu'elles ont de l'effet. Willy, haltai-je, est-ce bien raisonnable? Il s'arrête illico et me regarde contrit. Désolé, Herzchen, je ne parviens pas à te résister, mais tu as raison, ce n'est sans doute pas raisonnable. Devant son air mortifié, j'éclate de rire et roule sur lui. Je plaisante, mon amour. Crois-tu vraiment qu'il est déconseillé de faire l'amour pendant une grossesse? Je ne lui laisse pas le temps de répondre et je plaque mes lèvres sur les siennes, les entr'ouvrant avec ma langue pour un baiser passionné. Je sens son sexe gonfler de nouveau contre ma cuisse. Il n'y a aucune contre-indication, lui susurrai-je. À moins que toi, tu n'en aies pas envie. Pour toute réponse, il repasse au-dessus de moi et laisse ses lèvres effleurer ma peau de haut en bas. Je crois m'évanouir de plaisir lorsque sa langue s'active sur mes muqueuses devenues hypersensibles. Le lendemain matin, nous arrivons étroitement enlacés pour le petit déjeuner. Les regards énamourés que nous échangeons sans arrêt n'étonnent personne. Je laisse Willy annoncer la bonne nouvelle. Lors des prochaines moissons, il ne faudra pas compter sur Hélène, dit-il soudain entre 2 tartines. Toute la table le regarde interloqué. Mais Albertine réagit aussitôt. Hélène, chérie, tu es enceinte? En effet, et je devrais accoucher vers le 15 août. Ben ça alors, réagit mon frère André. Cette année 1950 va être l'année des bébés pour la famille. C'est à mon tour et celui de Willy d'être stupéfait. Paola, c'est vrai? Gabriel va avoir un petit frère ou une petite sœur? Eh bien oui, répond ma belle-sœur. Gabi va bientôt avoir 4 ans, il est temps. Cette double naissance nous réjouit tous, et mon père n'est pas le moins heureux. Et la nouvelle enchante également Solange lorsqu'elle l'apprend à son retour de Rouen, où elle a passé Noël avec ses parents. Tout comme elle ravit les Littmann lorsque nous leur annonçons à notre retour à Paris. Hélène, août 1950. Les semaines et les mois ont défilé, et la fin de l'année scolaire correspond au début de mon congé maternité.
Vili a passé certains certificats en vue de sa licence, tels la version latine, la traduction et le commentaire grammatical de plusieurs passages d'un ouvrage allemand, le thème et la composition française sur un texte français moderne. Bien entendu, c'est passé comme une lettre à la poste. Je suis fière de l'homme de ma vie. Le reste ne sera sans aucun doute qu'une formalité pour lui. Si mes élèves m'aiment beaucoup, d'après leur dire, ceux de Vili l'adulent. Il a beau être allemand, il fait l'unanimité. Et allemand, il songe à ne pas le rester et a fait sa demande de naturalisation. La bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'avoir à justifier de 5 ans de résidence en France, avant de déposer sa demande, il n'aura besoin que de 2 ans, puisqu'il pourra justifier d'un diplôme d'études supérieures à l'obtention de sa licence. Une fois naturalisé, il ne pourra pas briguer un emploi dans l'enseignement public avant 5 années, mais peu importe, puisqu'il a déjà un travail. Nous sommes arrivés en Normandie dès le début des vacances scolaires. Paola a accouché d'une petite fille. Comme elle est née le 11 juillet, jour de la Saint-Olga, elle a aussi hérité de ce prénom. Moi, qui dois accoucher vers le 15 août, je me demande si je vais aller jusque-là. Depuis le début de mon 9e mois de grossesse, j'ai des épisodes de contractions régulières, de 2 heures environ. C'est vraiment frustrant. Je suis en fin de grossesse et mon ventre n'est pas si gros, même si j'ai l'impression de ressembler à une baleine. Et surtout, je suis fatiguée, très fatiguée. En fait, toutes ces fausses alertes me stressent et gâchent un peu la fin de ma grossesse. Vili est aux petits soins pour moi, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais je profite de sa sollicitude et de ses caresses. Le 2 août commence avec une série de contractions plutôt fortes, toutes les 5 minutes, durant 1 heure. Cependant, je patiente un peu, puis, au bout de 3 heures, plus rien. Je continue à patienter sous la surveillance attentive de mon mari et de ma mère. Je poursuis ma vie, comme pour une journée habituelle, mais intérieurement, je suis déçue. Encore une fausse alerte. Toutefois, ma mère a appelé le docteur Levasseur. Résultat, mon col est ouvert à 2 doigts à peine, et mes contractions ne sont pas encore de vraies contractions. Le lendemain, j'ai des contractions toute la journée à 15 minutes d'intervalle, mais rien ne s'enclenche. La frustration demeure. Le vendredi 4 août, à 3 heures du matin, des contractions beaucoup plus fortes que la veille me réveillent, et je serre le matelas avec force. Je décide donc de prendre sur moi, me répétant qu'il faut attendre le bon moment pour réveiller Vili. Je tente de me rendormir, en vain. Et lorsqu'à 6h30 je me rends aux toilettes, je perds les os. Je sais de quoi il s'agit. J'ai vu Paola accoucher 2 fois. Donc, je ne m'affole pas. Je descends à la cuisine, prudemment, où je retrouve Albertine et maman. Je prends tranquillement mon café du matin. C'est là que Vili me retrouve, détendue, malgré les contractions. Je parviens à maîtriser la douleur en respirant comme ma mère me l'a montré. Il est bien le seul à s'affoler lorsque je lui annonce que j'ai perdu les os. Mais au fil des heures, je perds la notion du temps et de moi-même, pour ensuite totalement disparaître dans un mélange de douleur, d'hormones, de douceur et d'amour. Tout tient dans mon souffle. Je suis persuadée que si je crie, cela risque de faire peur à mon bébé, alors je ne crie pas, je ne hurle pas. Rapidement, la poussée se fait ressentir. Et je n'ai même pas vu que le docteur Levasseur est revenu. Je l'entends me demander de m'allonger, mais c'est à 4 pattes que je me sens le mieux. Mon chéri tient à rester près de moi et me soutient en me donnant ses mains. Il m'accompagne par ses gestes affectueux et ses petits massages de mes mains et de mes bras crispés durant le travail. Le docteur vérifie la dilatation de mon col et elle est quasi complète. Maman est aussi un grand soutien. Elle me rassure, me dit de ne rien forcer, de pousser quand mon corps me le fera sentir. Ça prend plus de temps d'après elle. Mais le temps de ces poussées m'a paru court, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Je me sens protégée, en sécurité. Ma mère est près de moi. Et surtout, l'amour de ma vie me tient la main, me chuchote des mots d'amour, m'éponge le visage avec des gestes d'une douceur incroyable. Mon bébé va venir au monde dans la joie, la douceur et le calme. À un moment, le docteur m'indique qu'il voit la tête.
et maman me propose de la toucher. Ce simple effleurement du sommet du crâne chevelu de mon bébé me donne une bouffée de courage pour l'ultime effort. Enfin, 7 heures après la perte des os, mon fils sort de mon ventre, sans déchirure. Il faut dire que maman, forte de son expérience, amassait mon périnée entre chaque poussée. Willy est aussi ému que moi. Stupéfait de m'avoir vu mettre notre petit au monde sans un cri, il me couvre de caresses et de baisers pendant que le docteur réalise l'examen prénatal. Maman prend le relais pour une toilette sommaire et l'habillage de son 3e petit enfant avant de nous le ramener juste après la délivrance. C'est la larme à l'œil que le nouveau papa voit notre petit bout chercher mon sein pour téter maladroitement. Albertine, qui devait être aux aguets et avait dû entendre le premier cri, est montée sous prétexte d'amener des draps propres. « Comment allez-vous l'appeler » demande le docteur en essuyant ses mains qu'il vient de laver soigneusement. Je regarde mon Willy avec tendresse et lui laisse la primauté de l'annonce. « Nous avons décidé de l'appeler Bruno », déclare-t-il en jetant un œil vers Albertine, qui est en train de réinstaller mes oreillers dans mon dos. C'était le prénom de mon grand-père. Je sens ma grand-mère très émue par notre choix, qu'elle sait déterminer par son histoire personnelle. D'ailleurs, elle traîne un peu dans la chambre, laissant ma mère et le docteur descendre avertir le reste de la famille. Ce n'est qu'après leur départ qu'elle nous étreint, moi, puis Willy. « Merci, mes chéris. C'est un magnifique cadeau que vous me faites. » Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, le reste de la famille, ce qui inclut aussi Karl et Rose, arrose la naissance du petit Bruno Lorenz, qui lui tète avec application le sein de sa maman. « Je crois qu'il aime tes seins autant que moi. Pour un peu, je serais jaloux, me suis sûr, mon cher et tendre. » Le sourire que je lui adresse alors exprime tout l'amour que je lui porte, aussi inconditionnel que le sien, mais qu'il va devoir désormais partager avec son fils.